Alors l'éducation a besoin de ces trois piliers, mais l'éducation s'inscrit aussi dans un écosystème beaucoup plus large. Autour de ces trois piliers éducatifs, il y a une multitude d'autres facteurs éducatifs. Il y a les rencontres, toutes les rencontres que l'enfant peut faire et dont nous savons à quel point elles peuvent être déterminantes. Les rencontres de la famille élargie, les rencontres des amis, les rencontres de personnes qui vont ouvrir des horizons, qui vont incarner des pôles d'identification. Il y a l'environnement matériel, et on sait bien que très tôt, l'environnement joue un rôle essentiel. Les psychologues savent à quel point, par exemple, la décoration de la chambre et ce qui se passe autour du lit, la manière dont la maison est organisée, ça va être stimulant ou au contraire, ça va ralentir ou ne pas permettre le développement de l'intelligence. Mon collègue Hubert Montagnier a fait de très nombreuses expériences là-dessus. Il a comparé, par exemple, le développement intellectuel d'enfants qui se trouvent dans une salle de classe habituelle, des enfants de maternelle de 3-4 ans, avec le développement intellectuel d'enfants qui se trouvent dans une salle de classe qui est séparée en deux par un rideau dans lequel on a ouvert des fenêtres, où les enfants peuvent communiquer, échanger, etc. Et il montre que quand on sépare la salle de classe en deux par un rideau où l'on ouvre des fenêtres qui stimulent la communication entre les enfants et qui les amènent à échanger sur un registre beaucoup plus structuré, eh bien, on développe les facultés intellectuelles d'une manière bien plus importante. L'environnement est important, il peut être plus ou moins stimulant, il peut être au contraire parfois plus ou moins difficile pour ce développement. Le langage, bien sûr. Le langage dont nous savons à quel point il est déterminant. Le linguiste britannique Basil Bernstein distingue le code élaboré et le code restreint. Alors le code restreint, c'est quand la famille et les amis n'utilisent le langage que pour désigner des objets, ça c'est une cuillère, ou donner des ordres, fais ceci, mange ta soupe. Le code élaboré, c'est un code dans lequel on utilise la reformulation, dans lequel on émet des hypothèses, dans lequel on fait des simulations, dans lequel on pratique des anticipations, et dans lequel on demande à l'enfant de s'expliquer. La clé du langage élaboré, c'est « est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux ?» Si tu ne peux pas m'expliquer un peu mieux, je vais essayer de te dire ce que j'ai compris et tu me diras si c'est ça que j'avais dû comprendre, que j'aurais dû comprendre. Bernstein montre que si un enfant à 6 ans est capable de formuler des hypothèses, est capable d'accéder au concept d'hypothèse, il n'aura strictement aucun problème dans sa scolarité. Si la notion d'hypothèse lui est totalement étrangère à 6 ans, eh bien, il va rentrer dans la scolarité avec des difficultés assez considérables, parce qu'à son insu, l'enseignant va en permanence utiliser la notion d'hypothèse, sans en général ni la nommer ni la formaliser, mais en faisant comme si chacun des enfants savait ce dont il parlait et ce qu'il manipulait. Donc oui, l'environnement linguistique est déterminant. Les médias, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, jouent aussi un rôle important, mais la ville joue un rôle important. J'évoquais ce matin Proudhon qui disait la largeur des trottoirs, ça a un impact sur l'éducation des enfants. On pourrait dire l'organisation des parcs pour enfants. Est-ce qu'on crée un parc avec un tourniquet et un toboggan, ou est-ce qu'on met en place un terrain d'aventure où on peut imaginer, construire? C'est plus ou moins éducatif et ça contribue plus ou moins à l'éducation. Et puis bien sûr, il y a au-delà et autour de tout ça les paradigmes sociétaux dont nous reparlerons tout à l'heure et qui précisément vont inspirer un certain nombre de comportements de l'enfance. Je termine cette première partie très vite pour vous dire que si je me suis permis ce développement, c'est pour insister, je crois que c'est parfaitement dans la vocation de la Fondation UP, c'est pour insister sur la nécessité de quelque chose qui nous apparaît évident, mais qu'on pratique peut-être pas suffisamment, qui est un véritable partenariat éducatif. On ne pourra pas
relever les défis dont nous allons parler, chacun de notre côté, séparément, et a fortiori en se suspectant les uns les autres de ne pas faire correctement notre travail. On ne pourra pas relever les défis éducatifs sans construire des partenariats, sans travailler avec et pas à côté, et a fortiori pas contre les autres partenaires de l'éducation. L'enfant est un, il n'est pas une tranche napolitaine, c'est le même enfant dans la famille, c'est le même enfant qui regarde la télévision, c'est le même enfant qui va à l'école, c'est le même enfant qui joue avec ses camarades dans la rue, c'est le même enfant qui va à la chorale ou au judo, c'est le même enfant qui utilise YouTube ou qui joue avec un jeu vidéo. Et ce même enfant-là, qui vit dans une société donnée, qui reçoit l'influence de cette société donnée, il est éduqué par tout cela. Par tout cela. Et donc, si chacun a un rôle essentiel, chacun a la responsabilité d'exercer au mieux son rôle, et non pas à faire porter la responsabilité d'un échec éventuel de l'éducation systématiquement sur les autres partenaires.